Peter Pan de James Matthew Barrie. Chapitre 1. Peter surgit. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent qu'ils vont grandir sans tarder, et voici comment Wendy l'apprit. Un jour, alors qu'elle avait 2 ans et qu'elle jouait dans le jardin, elle cueillit une fleur, puis une autre, et courut l'offrir à sa mère. Je suppose qu'elle devait être ravissante, car Madame Darling porta la main à son cœur en criant « Oh, pourquoi ne peux-tu pas rester pour toujours comme tu es ?» Ce fut la seule fois qu'elles évoquèrent ce sujet entre elles, mais Wendy savait désormais qu'elle devait grandir. On le sait toujours, passé 2 ans. 2 est le commencement de la fin. Bien sûr, il vivait au 14, et jusqu'à l'arrivée de Wendy, sa mère était le chef. C'était une femme charmante, pourvue d'une âme romantique et d'une bouche au sourire doux et moqueur. Sous romantisme étaient les petites boîtes, une dans l'autre, vêtues des profondeurs mystérieuses de l'Orient, dans lesquelles on découvre toujours de nouvelles, encore et encore, peu importe combien on en a déjà ouvertes. Et sa bouche au sourire doux et moqueur arborait un baiser que Wendy ne put jamais décrocher, mais qui se tenait là, parfaitement visible, dans le coin à droite. Voici la façon dont M. Darling avait fait sa conquête. Les nombreux messieurs qui étaient des petits garçons quand elle était petite fille découvrirent en même temps qu'ils l'aimaient, et ils coururent tous à sa maison pour lui demander sa main, à l'exception de M. Darling, qui prit un taxi et surgit le premier, si bien qu'il l'obtint. Il obtint tout d'elle, à l'exception de la dernière petite boîte intérieure et du baiser. Il n'apprit jamais l'existence de la boîte et, avec le temps, il renonça au baiser. Wendy pensait que Napoléon aurait pu l'obtenir, mais j'imagine plutôt que s'il faisait l'essai, il perdrait patience et partirait furieux en claquant la porte. M. Dowling disait fièrement à Wendy que non seulement sa mère était amoureuse de lui, mais qu'elle le respectait. C'était l'un de ces profonds esprits qui s'y connaissaient en valeurs mobilières. Bien sûr, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit, mais lui semblait très au courant, et il disait souvent que les valeurs montaient et que les mobilières baissaient avec un ton qui aurait forcé le respect de n'importe quelle femme. Madame Darling s'était mariée en blanc, et au début, elle tint parfaitement ses comptes, avec une sorte de joie, comme s'il saisissait d'un jeu. Pas un seul chou de Bruxelles ne manquait à l'appel, mais progressivement, elle oublia des choux-fleurs tout entiers et l'on trouvait à la place des esquisses de bébés sans visage. Voilà ce qu'elle dessinait au lieu de faire l'addition. Telles étaient les perspectives de Madame Darling. Wendy vint la première, puis ce fut John et Michael. Pendant 1 ou 2 semaines après l'arrivée de Wendy, ses parents se demandaient encore s'ils seraient en mesure de la garder, car c'était une bouche de plus à nourrir. M. Darling était terriblement fier d'elle, mais il était très précautionneux et vint s'asseoir sur le bord du lit de Madame Darling, lui tenant la main et calculant les dépenses, tandis qu'elle lui jetait des regards suppliants. Elle était prête à prendre le risque, advienne que pourra, mais telle n'était pas sa manière de faire à lui. Sa méthode supposait l'usage d'un papier et d'un crayon. Et si elle lui embrouillait l'esprit avec ses suggestions, il lui faudrait tout recommencer depuis le début. Maintenant, ne m'interromps pas, la priait-il. J'ai ici 1 livre 17 et 2 livres 6 au bureau. Je peux me passer de café au travail, soit 10 shillings, ce qui fait 2, 9 et 6. Avec tes 18,3, cela fait 3, 9, 7. Et avec 5 0 0 dans mon carnet de chèques, cela fait 8, 9, 7. Tiens, qu'est-ce qui bouge par là? 8, 9, 7, virgule, je retiens 7. Non, ma chérie, pas un mot. Plus la livre que tu as prêtée à l'homme qui est venu frapper à notre porte. Chut, mon petit. Virgule, je retiens le bébé. Voilà, tu es contente. Où en étais-je? 997? Oui, j'ai dit 997. Toute la question est de savoir si l'on peut tenir 1 an sur 997. Mais évidemment, Georges, dit-elle. Elle avait cependant un préjugé favorable en faveur de Wendy. Et des 2 parents, c'était elle vraiment qui avait le plus de panache. Rappelle-toi les oreillons, le prévint-elle, d'un ton presque menaçant. Et il repartit de plus belle. Les oreillons, 1 livre, c'est ce que j'ai noté. Mais je crois bien qu'on sera plus près de 30 shillings. Ah, ne dis rien. La rougeole, 1,5. La rubéole, 1 demi-guinée. Ce qui fait 2, 15, 6. Et 16 d'agiter ton doigt. La coqueluche, disons 15 shillings. Et ainsi de suite. Le total était différent chaque fois, mais pour finir, Wendy s'en sortit, avec les oreillons réduits à 12,6 et en comptant pour une rougeole et rubéole.
Il y eut des débats identiques pour John, et Michael s'en sortit même avec une marge plus petite. Mais on garda les deux, et l'on put bientôt les voir tous les trois marchant l'un derrière l'autre vers l'école primaire de Miss Fulsom, accompagnés par leur nounou. Madame Darling aimait mettre les petits plats dans les grands, et M. Darling avec la passion de se conformer en toutes choses à ses voisins, si bien qu'évidemment ils avaient une nounou. Comme ils étaient pauvres, du fait de la quantité de lait que les enfants buvaient, cette nounou était un chien Terre-Neuve, assez vieux jeu, appelé Nana, qui jusqu'au jour où les Darling la prirent à leur service n'avait jamais appartenu à personne. Néanmoins, elle avait toujours accordé de l'importance aux enfants, et les Darling avaient fait la connaissance dans leur jardin de Kensington, où elle passait la plupart de ses loisirs à inspecter les landaux. Les nourrices inattentives la détestaient, car elle les suivait jusqu'à la maison et se plaignait à leur maîtresse. Elle s'avéra être une merveilleuse nounou. Quelle ponctualité à l'heure du bain, quelle disponibilité à n'importe quel moment de la nuit, si l'un de ses protégés poussait le moindre cri. Bien sûr, sa niche se trouvait dans la chambre des enfants. Elle avait le génie de reconnaître une toux qu'on ne peut laisser se développer, de celle qu'il faut laisser éteindre dans la gorge. Elle garda jusqu'à son dernier jour une croyance invincible dans les anciens remèdes. Les feuilles de rhubarbe, par exemple, et grognait de mépris en entendant les discours à la mode sur les germes et compagnie. D'avoir escorté les enfants à l'école, c'était une leçon de maintien. Elle marchait tranquillement à leur côté, tant qu'ils se comportaient correctement, et les poussait dans le rang sitôt qu'ils se laissaient aller. Les jours où John avait un match, elle n'oubliait jamais son pull, et elle avait l'habitude d'emporter un parapluie dans sa gueule en cas d'averse. Il y avait une salle au sous-sol de l'école de Miss Fulson où les nounous patientaient. Elle s'asseyait sur les formulaires, tandis que Nana se couchait sur le sol, mais c'était la seule différence. Elles affectaient de l'ignorer comme étant d'un statut social inférieur à elles-mêmes, et Nana, quant à elle, méprisait leur bavardage. Elle tolérait mal les visites que les amis de Madame Darling rendaient aux enfants, mais si elle venait, elle ôtait vivement le tablier de Michael et lui mettait son col brodé bleu, lissait les plis des vêtements de Wendy et arrangeait les cheveux de John. Aucune chambre d'enfant n'aurait pu être tenue plus correctement, et M. Darling le savait, mais il se demandait parfois avec inquiétude si cela ne faisait pas jaser les voisins. Il ne lui fallait pas perdre de vue le statut qu'il avait dans cette ville. Nana le troublait encore d'une autre manière. Il avait parfois l'impression qu'elle n'avait pour lui aucune admiration. Je suis certaine qu'elle t'admire énormément, George, assurait Madame Darling. Elle alla ensuite signifier aux enfants de se montrer particulièrement gentils avec leur père. De belles danses s'ensuivaient, auxquelles l'unique autre domestique, Lisa, était parfois autorisée à participer. Avec sa longue jupe et son chapeau de bonne, elle avait l'air d'une naine, même si, au moment de son engagement, elle avait juré qu'elle n'avait plus 10 ans. Ah, quelle joyeuse danse! Et la plus gaie de toutes était Madame Darling, qui faisait des pirouettes si folles que l'on ne voyait d'elle rien d'autre que son baiser. Et si on s'était jeté sur elle, on l'aurait peut-être attrapée. Aucune famille n'était plus simple et plus heureuse que celle-là jusqu'à l'arrivée de Peter Pan. La première fois que Madame Darling entendit parler de Peter, elle faisait du rangement dans l'esprit de ses enfants. Toutes les bonnes mères de famille ont pour l'habitude, la nuit, lorsque les enfants sont endormis, de fouiller dans leurs esprits et de mettre les choses en ordre pour le lendemain, en rangeant dans des endroits appropriés les nombreux articles qui ont traîné pendant la journée. Si vous pouviez rester éveillé, mais c'est impossible, bien sûr, vous seriez votre propre mère à l'action, et cela vous intéresserait beaucoup. C'est tout à fait comme ranger des tiroirs. Vous la verriez assise sur ses talons, je parie, en train de s'attarder avec amusement sur certaines de vos pensées, se demandant où diable vous aviez pris cela, faisant des découvertes charmantes et d'autres beaucoup moins charmantes, pressant sur sa joue telle idée, comme si elle avait la douceur d'un chaton et se dépêchant de ranger telle autre à l'abri des regards. Quand vous vous réveillez le matin, la méchanceté et les mauvaises passions avec lesquelles vous êtes allé au lit ont été repliées avec soin et placées au fond de votre esprit. Sur le dessus, parfaitement aérées, sont disposées vos pensées les plus jolies, prêtes à être passées. Je ne sais si vous avez déjà vu la carte de l'esprit de quelqu'un. Les médecins dessinent parfois des cartes d'autres parties de vous, et votre propre carte peut s'avérer extrêmement intéressante, mais surprenez-les en train de vouloir dessiner la carte de l'esprit d'un enfant, lequel n'est pas seulement confus, mais tourne sans cesse en rond. Elle est traversée de lignes en zigzag,
tout comme les relevés de votre température, et ce sont probablement les routes de l'île, car le pays du jamais est toujours plus ou moins une île, avec d'étonnantes touches de couleurs ici et là, et des récifs coralliens, et des fins bateaux de pirates à l'horizon, et des repères sauvages et solitaires, et des gnomes qui sont pour la plupart des tailleurs, et des grottes où coulent des rivières, et des princes qui ont 6 frères aînés, et une cabane tout près de s'écrouler, et une toute petite vieille dame avec un nez crochu. La carte serait facile à faire s'il n'y avait que cela. Mais il y a aussi le premier jour à l'école, la religion, les pères, le bassin rond, la couture, les meurtres, les pendaisons, les verbes intransitifs, le jour du pudding au chocolat, enfiler ses bretelles, dire 33. 3 pense que t'es pas cap de t'arracher une dent tout seul, et ainsi de suite. Et ces éléments peuvent soit faire partie de l'île, soit former une autre carte que l'on voit à travers la première. Et tout cela est assez embarrassant, d'autant plus que rien ne reste jamais à la même place. Bien sûr, le pays du jamais varie beaucoup. Pour John, par exemple, il y avait un lagon au-dessus duquel volaient les flamants roses, et John pouvait les tirer. Alors que pour Michael, qui était tout petit, il y avait un flamant rose, c'était le lagon qui volait au-dessus. John vivait dans un bateau renversé sur le sable, Michael dans un tipi, et Wendy dans une maison de feuilles habilement cousue ensemble. John n'avait pas d'amis, Michael des amis pour la nuit, et Wendy avait apprivoisé un loup abandonné par ses parents. Mais dans l'ensemble, les pays du jamais ont un air de famille, et s'ils pouvaient se mettre en rang sans bouger, vous pourriez dire que l'un a le même nez que l'autre, et ainsi de suite. Sur ces rivages magiques, les enfants qui jouent accostent sans cesse dans leur petite barque. Nous aussi, nous y sommes allés. Nous pouvons encore entendre le bruit des vagues, mais plus jamais nous ne mettrons le pied à terre. De toutes les îles les plus délectables, le pays du jamais est la plus confortable et la plus rassemblée. Elle ne s'étale pas en longueur en mettant de pénibles distances entre deux aventures. Elle est délicieusement concentrée. Lorsque l'on y joue pendant la journée, avec des chaises et une nappe, il n'y a pas de quoi s'en faire. Mais s'il ne vous reste que 2 minutes avant d'aller vous coucher, elle devient très réelle. C'est pourquoi il existe des veilleuses. Parfois, dans ses voyages à travers l'esprit de ses enfants, Madame Darling avait trouvé des choses qu'elle ne comprenait pas, et parmi elles, ce qui la troublait le plus était le mot Peter. Elle ne connaissait pas de Peter, et pourtant ce nom se trouvait ici et là dans l'esprit de John et de Michael, tandis qu'on le voyait griffonner partout dans celui de Wendy. Il se détachait en lettres plus audacieuses que tous les autres mots, et à force de les regarder, Madame Darling trouva qu'il avait un air étrangement vantard. Eh oui, il est assez vantard, reconnut Wendy, à regret, lorsque sa mère était allée l'interroger. Mais qui est-ce, mon trésor? C'est Peter Pan, enfin, maman. Tout d'abord, cela ne disait rien à Madame Darling. Mais après avoir cherché dans les souvenirs de son enfance, elle se rappela soudain à Peter Pan qui, disait-on, vivait avec les fées. D'étranges histoires couraient à son propos. On disait notamment que lorsque les enfants mouraient, il faisait une partie de chemin avec eux pour leur éviter d'avoir peur. Elle avait cru en lui à l'époque, mais à présent qu'elle était mariée et pleine de bon sens, elle doutait grandement qu'une telle personne dût pu exister. D'autant plus, dit-elle à Wendy, qu'il serait adulte aujourd'hui. Oh non, il n'a pas grandi, assura fermement Wendy. Il fait juste ma taille. Elle voulait dire qu'il était à son niveau, tant par l'esprit que par le corps. Elle ne savait pas comment elle le savait. Elle le savait, c'est tout. Madame Darling consulta M. Darling, mais il sourit, baba. Crois-moi, dit-il, ce sont des sottises que Nana leur a mises en tête. Tout à fait le genre d'idée qu'on peut avoir un chien. Ne t'en mêle pas, cela finira par passer. Mais cela ne passa pas, et bientôt le curieux garçon fut pour Madame Darling la cause d'un véritable choc. Les enfants ont les plus étranges aventures sans en être troublés. Par exemple, ils peuvent oublier de mentionner une semaine après l'événement qu'au cours de leur promenade dans le bois, ils ont rencontré leur défunt père et qu'ils ont pu jouer avec lui. C'est avec cette désinvolture que Wendy, un matin, fit une inquiétante révélation. Elle avait trouvé quelques feuilles sur le sol de la chambre qui n'étaient certainement pas là au moment où les enfants étaient allés au lit. Madame Darling ne savait qu'en penser lorsque Wendy dit avec un sourire bienveillant. « Je crois que c'est encore Peter. »« Que veux-tu dire, Wendy ?»« C'est bien vilain de sa part de ne pas s'essuyer les pieds, » dit Wendy en soupirant. C'était une enfant très soigneuse. Elle expliqua très prosaïquement qu'elle pensait que Peter venait parfois dans la chambre pendant la nuit, s'asseyait au coin de son lit et lui jouait des morceaux à la flûte.
Malheureusement, elle ne s'était jamais réveillée, si bien qu'elle ne savait comment elle le savait. Elle le savait, c'est tout. Que dis-tu comme sottise, chérie? Personne ne peut entrer dans la maison sans frapper. Je pense qu'il entre par la fenêtre, dit-elle. Mon amour, votre chambre est au 2e étage. Maman, les feuilles n'étaient-elles pas au pied de la fenêtre? C'était tout à fait vrai. Les feuilles avaient été trouvées tout près de la fenêtre. Madame Darling ne savait que penser, car tout cela semblait si naturel à Wendy que l'on ne pouvait la rejeter en lui disant qu'elle avait rêvé. Mon bébé, s'écria sa mère, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Je n'y ai pas pensé, dit Wendy à la légère. Elle avait hâte d'aller prendre son petit déjeuner. Oh, sûrement qu'elle avait rêvé. D'un autre côté, il y avait des feuilles. Madame Darling les examina avec beaucoup d'attention. C'étaient des feuilles mortes, mais elle était sûre qu'elles ne venaient pas d'un arbre poussé en Angleterre. Elle rampa sur le sol en les détaillant avec une bougie, à la recherche des traces de pas d'un étranger. Elle secoua le timonier dans la cheminée et frappa du doigt sur le mur. Elle laissa pendre un ruban depuis la fenêtre jusqu'au trottoir, mesurant un aplomb de 10 mètres, sans la moindre prise pour grimper. C'était certain, Wendy avait rêvé. Mais Wendy n'avait pas rêvé, comme le montra la nuit suivante, la nuit où l'on peut dire que débutèrent des aventures extraordinaires de ses enfants. Cette nuit-là, ils s'étaient tous les trois mis au lit une fois de plus. Il se trouvait que Nana avait pris sa soirée, si bien que Madame Darling leur avait donné le bain et qu'elle avait chanté pour eux jusqu'à ce qu'ils eussent lâché sa main, un par un, et glissé loin au pays du sommeil. Ils semblaient tous si paisibles et si bien installés qu'elle souriait à présent de ses alarmes et alla s'asseoir tranquillement au coin du feu pour coudre. Elle préparait quelque chose pour Michael, qui, après son anniversaire, allait commencer à porter des chemises. Le feu était chaud, cependant, et la chambre des enfants à peine éclairée par les 3 veilleuses. Bientôt, le travail de couture reposa sur les genoux de Madame Darling. Puis sa tête pencha, oh, avec tant de grâce. Elle s'endormit. Regardez-les, tous les 4. Wendy et Michael, là-bas. John ici, et Madame Darling auprès du feu. Il ne manquait plus qu'une 4e veilleuse. Dans son sommeil, elle fit un rêve. Elle rêva que le pays du jamais s'y rapprochait et qu'un étrange garçon en sortait pour faire irruption chez elle. Mais il ne l'effraya pas, car elle pensait l'avoir déjà vu sur les visages de beaucoup de femmes sans enfants. Peut-être se trouve-t-il également sur le visage de certaines mères, mais dans son rêve, il avait déchiré le voile qui cache le pays du jamais, et elle put voir Wendy, John et Michael regardant à travers l'ouverture. Le rêve en lui-même n'aurait été qu'une bagatelle, mais tandis qu'elle rêvait, la fenêtre de la chambre s'ouvrit brusquement et un garçon sauta bel et bien sur le sol. Il était accompagné d'une lumière étrange, pas plus grosse que votre paume, qui tournoyait dans la pièce comme un être vivant. Et c'est sans doute cette lumière, à mon avis, qui réveilla Madame Darling. Elle se redressa dans un cri, vit le garçon et, d'une manière ou d'une autre, comprit aussitôt qu'il s'agissait de Peter Pan. Si vous, moi ou Wendy avions été là, nous l'aurions trouvé très semblable au baiser de Madame Darling. C'était un garçon ravissant, vêtu de feuilles sèches assemblées avec la sève qui coule des arbres, et le plus délicieux chez lui est qu'il avait encore toutes ses dents de lait. Lorsqu'il vit qu'il avait affaire à une adulte, il grogna en laissant voir ses petites perles.